Mon nom est Melinda Mullins. J'ai 28 ans. La nuit précédant mon mariage, ma mère m'a laissé un message vocal à 11h43 du soir. « Melinda, il n'est pas trop tard pour annuler. Ne nous embarrasse pas comme ça. » Mon père m'avait déjà envoyé une lettre de 4 pages qualifiant mes choix d'intellectuellement incompatibles avec les valeurs de notre famille. J'ai écouté le message vocal 3 fois avant d'accepter qu'elle ne viendrait pas. 68 invitations ont été envoyées à ma famille. 0 réponse. Ma mère a envoyé un courriel de groupe à tout le monde, nous ne pouvons pas en toute bonne conscience y assister. Leur raison ? Mon fiancé travaillait de nuit comme agent de sécurité à l'hôpital. Pour eux, il n'était personne. Ils ne savaient pas que des inconnus l'arrêtaient dans la rue juste pour lui dire un merci. Ils ne savaient pas pourquoi son téléphone sonnait à 2 heures du matin avec des voix urgentes et paniquées. Ils n'ont jamais demandé. Alors, le 14 septembre 2025, j'ai descendu l'allée seul, 90 pieds devant 34 chaises vides. 48 heures plus tard, une vidéo de 10 secondes de ma réception est devenue virale, et l'homme que ma famille appelait personne est devenu la seule personne dont tout le monde parlait. C'est à ce moment-là qu'ils ont compris ce qu'ils avaient fait. Mais il était alors trop tard. Si vous regardez, cliquez sur s'abonner et dites-moi d'où vous venez. Laissez votre emplacement et leur local dans les commentaires. Je lis chacun d'eux. Maintenant, laissez-moi vous ramener 14 mois en arrière, dans une salle d'attente d'hôpital à 2h17 du matin, où j'ai rencontré un homme en uniforme de sécurité qui allait tout changer. Le 19 février 2024. Service des urgences de l'hôpital de Pennsylvanie. Ma colocataire avait eu un accident de vélo, rien de mortel, mais assez pour nous amener aux urgences à 2h du matin. J'étais assise dans cette salle d'attente depuis 3 heures. Des chaises en vinyle vert, des lumières fluorescentes qui donnaient à tout le monde l'air à moitié mort, et une machine à café avec un panneau hors service collé dessus. Je regardais mon téléphone, sans vraiment le voir, quand quelqu'un s'est arrêté devant moi. « Vous êtes là depuis 3 heures. Avez-vous mangé ?» J'ai levé les yeux. C'était un agent de sécurité, peut-être d'une trentaine d'années, cheveux foncés, bottes usées, un badge d'identité d'hôpital attaché à sa ceinture, mais tourné vers l'arrière de sorte que je ne pouvais pas le lire. Son visage était fatigué mais gentil, le genre de fatigue qui vient du travail de nuit, pas du manque de sommeil. « Non, je n'ai pas mangé, » ai-je dit. « Les distributeurs automatiques sont en panne. Je vais vous chercher quelque chose dans la salle du personnel. » Il est revenu 6 minutes plus tard avec un sandwich à la dinde, encore emballé, et une tasse de café en papier. « Merci, » ai-je dit. « Vous n'étiez pas obligé de faire ça. Vous en aviez l'air. » Nous avons parlé pendant 6 ou 7 minutes. Il n'a pas dit grand-chose sur lui-même, seulement qu'il travaillait de nuit, gérant principalement les opérations et des choses similaires. Mais sa façon de parler était différente, calme, précise, comme si chaque mot était choisi avec soin, comme s'il ne gaspillait pas d'énergie sur des choses sans importance. « Vous aimez travailler de nuit ?» ai-je demandé. « C'est quand le travail est le plus important. » Je ne savais pas ce que cela signifiait. Je n'ai pas demandé. Lorsque l'infirmière m'a finalement rappelé pour voir ma colocataire, je me suis levé. Il était toujours là, les mains dans les poches, regardant les portes des urgences comme s'il surveillait quelque chose que je ne pouvais pas voir. « Je suis Melinda », ai-je dit. « Nathan. » Une infirmière est passée devant nous, l'a vue et a commencé à dire quelque chose, « Docteur. » Il l'a coupé d'un seul regard, juste un coup d'œil. Elle s'est arrêtée au milieu de sa phrase et a continué à marcher. Je l'ai remarqué, mais je ne l'ai pas compris. « Prenez soin de vous », a dit Nathan. Je pensais que c'était la fin de l'histoire, un inconnu gentil dans un hôpital à 2 heures du matin, un de ces moments dont on se souvient mais qu'on ne revisite jamais. 3 jours plus tard, il m'a trouvé sur les réseaux sociaux et m'a demandé si je voulais prendre un café. Notre premier rendez-vous a eu lieu le 3 avril au Reading Terminal Market à 12h30 de l'après-midi. Il est arrivé à l'heure, vêtu d'un jean et d'une veste grise usée. Il avait toujours l'air fatigué, et je me suis demandé s'il avait travaillé la nuit précédente. Nous avons traversé le marché, acheté des cheesesteaks de Philly chez l'un des vendeurs et nous nous sommes assis sur un banc près de la glace basse. Il a parlé de Philadelphie comme quelqu'un qu'il aimait mais n'avait jamais le temps d'en profiter. J'ai parlé de mon travail. Je travaillais dans l'édition universitaire, rien de glamour, mais j'aimais ça. Vous travaillez autant,
ai-je demandé quand il a dit qu'il ne sortait pas beaucoup pendant la journée. Quelque chose comme ça. Son téléphone a vibré 4 fois pendant le déjeuner. Il l'a vérifié une fois, a froncé les sourcils, a tapé quelque chose que je ne pouvais pas lire. C'était tout en chiffres et en abréviations, comme une sténographie médicale. Puis il l'a rangé et m'a accordé toute son attention. Désolé, a-t-il dit. Ce n'est rien. Tout va bien? Oui, juste du travail. 2 heures. Il a payé en espèces. Il n'a plus vérifié son téléphone. Quand nous nous sommes dit au revoir, il a souri, vraiment souri pour la première fois. Puis-je vous revoir, a-t-il demandé. J'ai dit oui. Nous nous sommes engagés dans quelque chose lentement au début, puis tout d'un coup. Nathan travaillait des heures impossibles. Parfois, il disparaissait pendant 36 heures d'affilée. Des quarts de nuit, disait-il, des urgences à gérer. Je n'ai pas insisté. J'ai supposé qu'il s'agissait d'opérations hospitalières, peut-être de la gestion, quelque chose qui le maintenait de garde. Il vivait simplement, un studio à South Philly, presque pas de meubles, des livres partout, principalement des manuels et des revues médicales. Je lui ai posé des questions à leur sujet une fois. Juste intéressé par les choses de la santé, a-t-il dit. Vous lisez des revues de chirurgie traumatologique pour le plaisir? J'aime comprendre comment les choses fonctionnent. En décembre 2024, nous étions ensemble depuis presque 10 mois. J'étais amoureuse, complètement, follement amoureuse d'un homme qui travaillait de nuit et lisait les protocoles chirurgicaux comme d'autres lisent des romans. Viens vivre avec moi, ai-je dit une nuit de décembre. Il m'a regardé longuement. Tu es sûr? Je ne suis pas souvent là. Je suis sûr. Il a emménagé avec un sac de sport, une pile de revues médicales et un pageur qui bipait à des heures aléatoires et le faisait quitter l'appartement à 2 heures du matin sans explication. Je l'aimais pour ce qu'il était, silencieux, gentil, stable. Je n'ai jamais eu besoin de savoir exactement ce qu'il faisait. Je savais seulement qu'il était bon dans ce qu'il faisait. Ma famille se soucierait de ce qu'il faisait, moi non. Le 22 mars 2025, j'ai finalement parlé de Nathan à ma mère. Je fréquente quelqu'un, ai-je dit au téléphone. Oh, merveilleux, sa voix s'est éclaircie. Que fait-il? J'ai hésité une seconde. Il travaille à la sécurité de l'hôpital de Pennsylvanie. Silence. Opération de sécurité, a-t-elle répété lentement. Est-ce de la gestion? C'est du travail hospitalier, maman. Bien sûr. Je suis sûr qu'il est très dévoué. Ce ton. Je connaissais ce ton. C'était la même voix qu'elle utilisait pour refuser des événements caritatifs qu'elle jugeait indignes d'elle, polie, soigneusement neutre, vénéneuse. Nous serions ravis de le rencontrer, a-t-elle dit. Super. Je vais organiser quelque chose. J'ai raccroché. Nathan était dans la cuisine en train de faire des œufs. Il n'a pas levé les yeux. Ils veulent te rencontrer, ai-je dit. J'ai entendu. Ça ira. Il a mis les œufs dans une assiette et m'a tendu une fourchette. Ça n'ira pas, Melinda, mais nous le ferons quand même. Le 18 mai 2025, 7 heures du soir. La maison de mes parents à Bryn-Mawr sur Pembroke Road. Un victorien restauré, des œuvres d'art universitaires au mur, le genre d'endroit qui sent le vieil argent et les attentes anciennes. Nathan est arrivé à l'heure. Il a apporté du vin, une bouteille modeste, rien de cher. Il était habillé de son mieux, ce qui n'était clairement pas assez cher. J'ai vu les yeux de ma mère se poser sur ses chaussures, usées, pas de créateur. Mon père lui a serré la main avec une poigne ferme et un regard évaluateur. Melinda nous dit que vous travaillez à la sécurité de l'hôpital. Oui, monsieur. Opération et protocole de sécurité. Et votre parcours universitaire? Bourse d'études de l'université d'État. Ma mère a souri. Ce sourire n'a pas atteint ses yeux. Le dîner était misérable. Mes parents ont parlé de titularisation, de publication et de projets sabbatiques en Provence. Nathan a écouté. Il n'a pas essayé de les impressionner. Il a répondu poliment aux questions. Il n'a pas joué leur jeu. À mi-chemin du dîner, notre voisine, la professeure Adélaïde Winters, a mentionné les problèmes de santé de son fils, étourdissement, problème d'équilibre, 3 médecins, aucune réponse. Nathan a posé sa fourchette.
Cela ressemble à une névrite vestibulaire, pas à des vertiges. A-t-il consulté un ORL? La table est devenue silencieuse. Comment saviez-vous cela? A demandé ma mère. Je travaille à l'hôpital. On apprend des choses. Il n'a pas expliqué davantage. Il est retourné à son repas. Ma mère l'a regardé fixement pendant 3 secondes, puis a changé de sujet. Le dîner s'est terminé à 9h30. Nous sommes rentrés chez nous en silence. J'ai senti le poids de ce qui venait de se passer peser sur nous deux. À 10h43, mon téléphone s'est allumé. Maman, nous devons parler de ton avenir. Appelle-moi quand tu auras un moment. C'est important. Nathan s'est penché et m'a tenu la main. Il n'a pas dit que ça irait. Il savait que non. Le 3 juin, la lettre de mon père est arrivée, 4 pages, tapée à simple interligne sur l'entête du département d'économie de l'Université de Pennsylvanie. Je l'ai lu 2 fois avant de pouvoir respirer. Nous t'avons élevé pour que tu valorises l'éducation, le discours et le partenariat intellectuel. Nous craignons qu'un mariage bâti sur des fondations aussi désespérées ne puisse résister aux défis du temps. Il ne s'agit pas d'amour. Il s'agit de la compatibilité des chemins de vie. Nathan semble être un homme gentil, mais la gentillesse seule ne peut pas combler le fossé entre ton monde et le sien. Nous disons cela parce que nous t'aimons et voulons que tu aies un partenaire qui puisse te rencontrer là où tu es, intellectuellement, socialement, professionnellement. S'il te plaît, reconsidère cette voie avant qu'il ne devienne trop difficile de faire marche arrière. Le mot est désespéré est apparu 3 fois. J'ai appelé Nathan. Il était au travail. J'entendais les sons d'un hôpital en arrière-plan. Des moniteurs qui bipent, des voix lointaines. Mon père m'a envoyé une lettre. Qu'est-ce qu'elle disait? Je lui ai tout raconté. Il a écouté sans m'interrompre. Tu veux m'épouser? A-t-il demandé quand j'ai eu fini? Oui. Alors nous nous marions. C'était tout. Pas de colère, pas de défensive, juste une certitude tranquille. Je l'ai aimé davantage à ce moment-là que jamais auparavant. Le 10 juin. Ma mère m'a invité à prendre un café, Ritenu Square, 3h de l'après-midi. Je suis arrivé en pensant que nous allions parler, peut-être nous disputer, peut-être trouver un terrain d'entente. Elle avait amené quelqu'un. Melinda, voici le docteur Trevor Ashford. Sa mère et moi siégeons ensemble au conseil. Trevor, voici ma fille. Trevor s'est levé et a souri. Son badge de PenMed était accroché à sa ceinture comme un trophée. Chirurgien pédiatrique, Ivy League, tout, était dans le Maine, pédigré parfait. Je me suis assise parce que partir tout de suite semblait trop dramatique. J'ai tenu 11 minutes. La famille de Trevor a une maison à Bar Harbor, a dit ma mère. Vous auriez tellement de choses en commun. Je suis fiancé, maman. Tu n'es pas encore marié. Je me suis levé, j'ai laissé mon café intact et je suis parti. Ma mère ne m'a pas suivi. C'est à ce moment-là que j'ai su qu'il n'arrêterait pas. La discussion de groupe familial a explosé, 23 messages non lus au moment où j'ai vérifié ce soir-là. Tante Patricia, quelqu'un a-t-il réellement rencontré cet homme? Cousine Émilie, j'ai entendu dire qu'il travaillait dans la sécurité, comme des quarts de nuit. Oncle Douglas, eh bien, Melinda a toujours été indépendante. Mon frère, je l'appellerai Andrew, n'a pas écrit dans le chat. Il a plutôt posté sur Instagram, une photo d'un coucher de soleil avec la légende, parfois, il faut juste regarder les gens faire leurs propres erreurs. 340 j'aime. Commentaire de la famille, d'amis. J'ai quitté la discussion de groupe. Ma mère m'a rajouté. Je suis reparti. Nathan est rentré à 2h14 du matin. Son téléphone avait sonné précisément à cette heure-là. Je m'étais réveillé pour l'entendre répondre. Sa voix changeait quand il prenait ses appels, aigus, concentrés, tout en affaires. Combien de temps? D'accord, intubé. Si les valeurs descendent en dessous de 88, je serai là dans 12 minutes. Il était habillé et sorti en moins de 3 minutes. J'ai entendu la voiture démarrer. Il est revenu 6 heures plus tard, épuisé. Il y avait du sang sur le poignet de sa chemise, juste une petite tache, à peine visible. Il m'a vu regarder. Nuit difficile, a-t-il dit. Je n'ai pas demandé,
mais je me suis demandé, les agents de sécurité n'ont généralement pas de sang sur leurs poignets. Les agents de sécurité ne donnent pas d'ordre d'intubation. J'ai repoussé cette pensée. Le 22 juillet, j'ai récupéré Nathan à l'hôpital une fois à 6h15 du soir. Il se tenait devant l'entrée principale en tenue de chirurgien. J'avais toujours supposé que la sécurité de l'hôpital portait parfois des tenues de chirurgien, cela semblait normal. Une infirmière est passée, l'a vu et s'est arrêtée. « Docteur, la famille de l'abbé III veut vous remercier avant de partir. Dites-leur que je passerai. » Elle a hoché la tête et est partie. Je l'ai fixée. « Cette infirmière vous a appelé docteur. Elle est nouvelle. Elle a probablement confondu le système de badge. » Son badge d'identité de l'hôpital était retourné sur sa ceinture. Je ne pouvais pas voir ce qu'il disait. J'ai presque insisté, presque posé la question directement. Puis j'ai vu à quel point il était fatigué, les cernes sous ses yeux, le genre d'épuisement qui va jusqu'aux os. J'ai laissé tomber. Je regrette maintenant de ne pas avoir demandé. Le 12 août 2025. J'ai envoyé 68 invitations à ma famille. Du beau papier cartonné crème, des adresses calligraphiées. Chaque impression coûtait 4 $. Je les ai adressées à la main, parents, frères, tantes, oncles, cousins, amis professeurs de ma mère, collègues du département de mon père, et amis de la famille que je connaissais depuis l'enfance. Date limite de réponse, le 28 août. Nathan m'a regardé sceller les enveloppes. « Tu n'es pas obligé de les inviter », a-t-il dit. « C'est ma famille. » D'accord. Il n'a pas argumenté, mais j'ai vu dans ses yeux, il savait ce qui allait arriver. Le 20 août, 3h22 de l'après-midi. Ma mère a envoyé un courriel. Je n'étais pas sur la liste des destinataires. Elle ne m'a pas mise en copie. Je l'ai découvert parce que ma cousine Émilie me l'a transmis 2 heures plus tard avec le message « Qu'est-ce que c'est que ça, c'est sérieux ?» Nous ne pouvons pas en toute bonne conscience y assister. Chère famille et amis, après de douloureuses délibérations, nous devons vous informer que nous n'assisterons pas au mariage de Melinda le 14 septembre. Nous aimons profondément notre fille, mais nous ne pouvons pas en toute bonne conscience soutenir un mariage qui représente un tel écart par rapport aux valeurs et attentes de notre famille. Nous espérons que vous comprendrez et respecterez notre décision. Avec regret, Catherine et Laurence Mullins. 6 juin. Une photo de famille de Noël dernier, avant Nathan. Je n'y étais pas. J'avais sauté Noël cette année-là. Je l'ai lu 4 fois. Puis j'ai appelé le traiteur. J'ai besoin d'annuler 68 places. Elle a fait une pause. 68 ? Vous êtes sûr ? Je suis sûr. Je suis tellement désolé, a-t-elle dit doucement. Je n'avais pas attendu de gentillesse d'une étrangère. J'ai pleuré dans ma voiture pendant 20 minutes après avoir raccroché. Le 28 août, date limite de réponse. 0 réponse de ma part. Pas une seule. Certaines personnes avaient ouvert l'invitation. Je pouvais voir les accusés de lecture sur les courriels. Ils n'ont jamais répondu. D'autres ne les ont jamais ouvertes du tout. Mon frère n'a pas renvoyé son invitation. Il n'a pas écrit. Il n'a pas appelé. Rien. Le 3 septembre, j'ai rencontré la coordinatrice du lieu au Fairmount Park Horticulture Center. Nous devons modifier la disposition des sièges, ai-je dit. Elle a sorti le plan de salle. La capacité est de 150 personnes. Nous avions prévu 82 de la part de Nathan et 68 de la vôtre. Combien de sièges devons-nous retirer de votre côté ? A-t-elle demandé doucement. Tous. Laissez les chaises. Laissez-les simplement vides. Elle m'a regardé. Nous pourrions déplacer les invités de Nathan pour que ça paraisse plus équilibré. Non, laissez le côté gauche exactement tel quel, 34 chaises vides. Je veux le voir. Elle m'a regardé comme si je me punissais. Peut-être l'étais-je, mais j'avais besoin que la vérité soit visible. Le 13 septembre 2025. La nuit précédant mon mariage. Mon téléphone est resté silencieux. Aucun appel de ma mère. Aucun message de mon père. L'Instagram de mon frère était rempli de ses publications habituelles, photos de salles de sport, nourriture, coucher de soleil, rien sur moi, rien sur demain. Nathan est rentré d'un quart de nuit à 11h47.
Il m'a trouvé sur le canapé, fixant mon téléphone. Il s'est assis à côté de moi et n'a rien dit, seulement pris ma main. Nous pouvons annuler, a-t-il dit enfin. Nous pouvons aller à la mairie lundi. Juste nous. Non, je veux le mariage. Je veux qu'ils sachent ce qu'ils ont choisi. Il m'a embrassé le front. D'accord, alors nous ferons à ta manière. À 11h43, mon téléphone a sonné. Maman, ai-je répondu. Melinda, il n'est pas trop tard pour annuler. Pense à ce que tu fais à cette famille. Ne nous embarrasse pas comme ça. Elle a raccroché avant que je puisse répondre. Je l'ai écoutée 3 fois avant d'accepter, elle ne viendrait vraiment pas. Le 14 septembre 2025, 4 heures du soir. J'étais seul dans la suite nuptiale. Aucune mère pour m'aider avec ma robe. Aucune demoiselle d'honneur de mon côté. La coordinatrice du lieu, Sarah, a aidé à fermer le dos. Vous êtes magnifique, a-t-elle dit. Merci. Je me suis regardé dans le miroir. Robe blanche, David S. Bridal, 1200 $. Mes cheveux avaient été faits par une styliste qui est restée silencieuse parce qu'elle pouvait voir que je ne voulais pas parler. Je me suis maquillé moi-même parce que je ne me faisais pas confiance pour ne pas pleurer si quelqu'un d'autre s'en occupait. J'étais belle. J'avais l'air seul. J'ai vérifié mon téléphone une dernière fois. 0 message. Je l'ai éteint. 4h02 de l'après-midi. Les portes se sont ouvertes. Le quatuor à cordes a commencé à jouer et Canon en ré, la chanson que j'avais choisie 6 mois plus tôt quand je croyais encore que mon père me conduirait à l'hôtel. Je me suis tenu au seuil et j'ai regardé. Côté gauche, 34 chaises vides. 34 programmes intacts sur les sièges. 34 cartes de nom aux tables de réception qui ne seraient jamais utilisées. Côté droit, les gens de Nathan debout, souriant. 82 personnes qui l'aimaient. Ses parents au premier rang, de la classe ouvrière, chaleureux, présents. Sa mère pleurait déjà. Nathan se tenait à l'autel dans un costume bleu marine. Il m'a vu. Son visage a changé. Il a murmuré quelque chose. Je ne pouvais pas l'entendre, mais je savais ce qu'il disait, je suis désolé. Je suis tellement désolé. J'ai commencé à marcher. 90 pieds. Pas de père, pas de frère. Personne pour me tenir le bras et me dire que je faisais le bon choix. Juste moi. Des talons blancs qui me faisaient mal aux pieds. Un bouquet que je tenais trop fort. Et 34 chaises vides me regardant comme des témoins. Chaque pas ressemblait à une décision. Chaque chaise vide était un choix qu'ils avaient fait. J'ai continué à marcher. Nathan a pris mes mains quand je l'ai atteint, elles tremblaient. Les nôtres tremblaient toutes les deux. L'officiante, la révérende Patricia Okwa, quelqu'un que Nathan connaissait par son travail communautaire, a commencé la cérémonie. Nous avions écrit nos propres vœux. Nathan a commencé. Sa voix s'est brisée à mi-chemin. Je n'ai pas grand-chose, a-t-il dit, mais ce que j'ai est à toi, mon temps, mes mains, ma vie. Je te vois, Melinda. Je t'ai toujours vu. Je pleurais trop fort pour m'arrêter. Puis ce fut mon tour. Tu es suffisante, ai-je murmuré. Tu as toujours été suffisante, et je te choisis aujourd'hui et tous les jours après. L'officiante a souri à travers ses propres larmes. Vous pouvez embrasser la mariée. Nathan a doucement encadré mon visage et m'a embrassé comme si nous n'étions pas dans une pièce avec 34 chaises vides, comme si nous n'étions que tous les deux. Pendant un moment parfait, le vide n'a pas compté. La réception a commencé à 4h35. Même lieu, pièces différentes. Table 3, devant à gauche, 8 couverts. Carte de nom et calligraphie, Catherine, Laurence, Andrew, tante Patricia, oncle Douglas, cousine Émilie, la meilleure amie de ma mère Hélène, le collègue de mon père professeur Winters. 8 sièges vides, des décorations de table parfaites, des fleurs, des coupes de champagne qui ne seraient jamais touchées, des assiettes qui ne contiendraient jamais de nourriture. La famille de Nathan a essayé de remplir l'espace de chaleur. Sa mère, Diane, m'a serré si fort que je pouvais à peine respirer. Tu es notre fille maintenant, a-t-elle dit. Tu as toujours été suffisante pour nous. J'ai souri, puis j'ai regardé la table 3. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Toutes les heures, je regardais cette table vide 2 fois.
C'était une blessure qui ne se refermerait pas. 6h33 du soir, première danse, Can't Help Falling in Love. 3 minutes et 2 secondes. Nathan m'a tenu. Nous avons balancé. Je pouvais sentir son cœur battre contre le mien. Je pensais qu'il viendrait, ai-je murmuré. Je sais, chérie. Je sais. Nous avons dansé. La table vide a regardé. La chanson s'est terminée. Nous avons continué à balancer pendant 5 secondes de plus. C'est ça, ai-je pensé. C'est le reste de notre vie. Juste nous. J'avais fait la paix avec ça. Du moins, c'est ce que je pensais. 7h23 du soir. Le dessert était servi. Le gâteau avait été coupé. Nathan parlait à son oncle près de la table 8 quand j'ai entendu quelqu'un crier « Richard, Richard, à l'aide !» Je me suis retourné. Un homme, peut-être de 62 ans, un ancien patient de Nathan, s'était effondré près du poste de dessert. Sa femme était à genoux à côté de lui secouant l'épaule. Tout le monde s'est figé. « Appelez le 911 !» a crié quelqu'un. Nathan était déjà en mouvement. Il a traversé la pièce en quelques secondes et s'est agenouillé à côté de l'homme. Toute sa posture a changé, il est passé d'invité de mariage à quelque chose d'entièrement différent, quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. « Que quelqu'un appelle le 911 !» a-t-il dit. Sa voix a traversé le bruit. « Dites-leur, homme de 62 ans, possible infarctus du myocarde, réception de mariage au Horticulture Center. » Il a vérifié le pouls de l'homme, puis ses voies respiratoires. Ses mains bougeaient avec une précision totale. Une femme a accouru, une des invitées de Nathan, quelqu'un à qui j'avais été présenté plus tôt mais dont je ne me souvenais plus. Elle portait une robe et des talons, mais elle se déplaçait comme si elle savait exactement quoi faire. « Dr Cross, j'ai un défibrillateur externe automatisé dans ma voiture. » Elle était déjà en train de courir pour aller le chercher. Un autre homme est apparu, plus âgé et calme. « Nathan, voulez-vous que je fasse les compressions ? Allez chercher ma trousse médicale sur le siège arrière de ma voiture et commencez l'oxygène si vous en avez. » Ils se sont déplacés comme une équipe, comme s'ils avaient fait cela 1000 fois. Je suis resté là, figé. Dr Cross, la femme est revenue avec le défibrillateur externe automatisé. Dr Cross, c'est prêt. Nathan n'a pas levé les yeux. Bien. Chargé à 200. Que quelqu'un commence les compressions, 2 pouces de profondeur, 100 par minute. Rotation toutes les 2 minutes. Les ambulanciers sont arrivés. Ils ont vu Nathan. La reconnaissance a éclaté sur leur visage. Dr Cross, nous prenons le relais, monsieur. Nous allons le transporter à peine. Nathan s'est levé. Sa posture était professionnelle, ses mains sur les côtés, son visage complètement calme, sans aucune panique. C'était quelqu'un qui avait fait cela de nombreuses fois auparavant. Une femme près de moi filmait avec son téléphone. Je ne l'ai pas remarqué à ce moment-là. J'étais trop occupé à regarder Nathan comme je ne l'avais jamais vu auparavant, parce que je ne l'avais pas vu ainsi. Ce n'était pas l'homme qui faisait des œufs dans notre cuisine. Ce n'était pas l'homme qui s'endormait en lisant des revues de chirurgie traumatologique. C'était quelqu'un d'autre. Quelqu'un que tout le monde dans la pièce semblait connaître, sauf moi. Les ambulanciers ont chargé l'homme sur une civière. Nathan est parti avec eux à l'hôpital. 15 minutes plus tard, il est revenu à 8h10. J'étais debout près de notre table, à attendre. « Il va bien ?» ai-je demandé. « Il ira bien. Procédure de Sten ce soir. Récupération complète attendue. » Je l'ai fixé. « Vraiment ?» Puis je l'ai regardé à nouveau. Tout le monde n'arrêtait pas de vous appeler docteur. Nathan m'a regardé, un long silence. « Je suis docteur. Vous avez dit que vous travailliez dans la sécurité. » « Oui. Système de sécurité hospitalier, protocole de sécurité. Je supervise les opérations. » Il a fait une pause. « Mais je suis aussi chirurgien traumatologue, chef de la traumatologie à Penn Medicine. » Les mots n'avaient pas de sens. Je les ai entendus. Je comprenais chacun d'eux seuls, mais ensemble, ils semblaient impossibles. « Vous êtes quoi ? Un chirurgien traumatologue ? Chef ? Depuis combien de temps ?
6 ans comme chef, 12 ans au total à peine. Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit? Il m'a regardé comme si la réponse aurait dû être évidente. Parce que tu n'as jamais eu besoin que je sois plus que ce que j'étais. Je ne savais pas quoi dire. Nous sommes restés là pendant que la réception continuait autour de nous, et j'ai réalisé que j'étais tombée amoureuse de quelqu'un que je ne connaissais pas réellement. Ou peut-être que je le connaissais. Peut-être que je connaissais les parties qui comptaient. Mais ceci, c'était quelque chose d'entièrement différent. Nous parlerons plus tard, a-t-il dit doucement. Pour l'instant, nous avons un mariage à terminer. Il m'a pris la main et m'a ramené sur la piste de danse. J'ai suivi, parce que qu'est-ce que j'étais censé faire d'autre? Nous sommes partis à 11 heures du soir, épuisés et submergés. Nous n'avons pas vérifié nos téléphones. Nous sommes simplement rentrés à la maison, nous sommes tombés au lit et nous avons dormi. Nous n'avions aucune idée de ce qui se passait en ligne. Amy Palmer, la fille de l'homme qui s'était effondré, a posté la vidéo à 8h04 du soir. 10 secondes de séquence téléphonique verticale tremblante, Nathan à genoux, l'infirmière accourant avec le défibrillateur externe automatisé. Dr Cross, l'autre médecin posant des questions sur l'intubation. Nathan donnant des ordres avec une autorité complète. Les ambulanciers arrivant et se référant à lui, Dr Cross, nous prenons le relais, monsieur. Légende, OMG, le marié de ce mariage vient de sauver la vie de mon père, et tout le monde l'appelle Dr Cross. Héros de mariage, Dr Half-Life Ravé. À 9h du soir, elle avait 30 200 vues. À 10h du soir, 62 000. À minuit, 340 000. À 6h42 le lendemain matin, quand je me suis réveillé avec mon téléphone vibrant sans arrêt, elle avait 2 800 000 vues. Le 15 septembre, je me suis réveillé avec 47 appels manqués, des amis à qui je n'avais pas parlé depuis des mois, des connaissances de collège, des numéros bloqués, des numéros inconnus. J'ai ouvert TikTok. La vidéo était partout, pas seulement la publication originale d'amis, des reposts, des partages, des stitches, des vidéos de réaction, des commentaires affluents. Attendez, c'est le docteur Nathan Cross de Penn. C'est une légende en chirurgie traumatologique. Il a opéré ma sœur en urgence en 2021. Il lui a sauvé la vie. Meilleur chirurgien de la côte est. Le protocole Cross est maintenant enseigné en faculté de médecine. Cet homme est brillant. J'ai continué à faire défiler. Des centaines de commentaires, puis des milliers. Twitter était pire. Dr Cross était en tendance, numéro 3 à Philadelphie. J'ai secoué Nathan pour le réveiller. Nathan, réveille-toi. C'est partout. La vidéo est partout. Il s'est redressé, a regardé mon téléphone, puis le sien. Son visage est devenu pâle. Oh non. À 10h22 du matin, Penn Medicine avait publié un communiqué, le docteur Nathan Cross est chef de la chirurgie traumatologique et directeur médical du réseau de traumatologie de Philadelphie depuis 2019. Ses contributions à la médecine d'urgence, y compris le protocole Cross pour l'évaluation des polytraumatisés, ont sauvé d'innombrables vies. Nous sommes fiers de l'avoir au sein de la famille Penn Medicine. Le communiqué a été repris par Philly.com, NBC Philadelphia et l'affilié local d'ABC. Le Twitter médical l'a amplifié. Les résidents qui avaient été formés par Nathan, les infirmières qui avaient travaillé avec lui, les médecins traitants qui avaient collaboré avec lui, tous ont commencé à le partager. À 2h de l'après-midi, le docteur Nathan Cross était en tendance nationale. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Je l'ai éteint. Les commentaires continuaient d'affluer. J'ai fait l'erreur de les lire, le docteur Cross a sauvé ma fille après une chute de 4 étages en 2023. Nous lui devons tout. J'étais résidente en traumatologie sous le docteur Cross. C'est le meilleur professeur et chirurgien que j'ai jamais connu. Mon frère a fait un arrêt cardiaque 2 fois pendant l'opération. Le docteur Cross l'a ramené les 2 fois. Mon frère vient d'avoir 30 ans le mois dernier. Il est en vie grâce à cet homme. Plus de 400 témoignages de patients en 24 heures, un fil Reddit sur Air Philadelphia avec plus de 3200 votes positifs, plus de 18 000 partages Facebook. Je me suis assise à ma table de cuisine et j'ai pleuré. Je n'avais aucune idée. Je n'avais aucune idée de qui j'avais épousé. Ou peut-être que si. Peut-être que je le savais depuis le début et que je n'avais juste jamais trouvé les mots pour l'exprimer.
Ma mère a commencé à appeler à 1h de l'après-midi, 11 appels entre 1h et 4h30. Mon père a envoyé un courriel à 2h47 de l'après-midi avec l'objet « Affaires familiales urgentes ». Je ne l'ai pas ouvert. Mon frère a envoyé un message direct sur Instagram à 3h15, « Melinda, je ne savais pas. Je jure que je ne savais pas. Je suis tellement désolé. » Je l'ai lu. Je n'ai pas répondu. Le 16 septembre, le monde de ma mère a commencé à s'effondrer. Des collègues de la faculté ont commencé à poser des questions. « Catherine, j'ai vu une vidéo. C'est le mari de Melinda? Le chirurgien traumatologue? » Au salon du département d'économie de Penn, les gens chuchotaient, je n'avais aucune idée que son gendre était Nathan Cross. Il a parlé à notre symposium d'éthique médicale l'année dernière. Un homme brillant. Lors d'une réunion du conseil d'administration d'une école privée, ma mère est entrée, et la pièce est devenue silencieuse. Tout le monde avait vu la vidéo. Au tennis du country club, ses partenaires habituels ont commencé à poser des questions précises. Le monde qu'elle avait soigneusement construit, basé sur les apparences, les connexions et le statut, s'effondrait, et tout le monde regardait. Le 17 septembre, 9h22 du matin. Quelqu'un a divulgué le courriel de ma mère, une cousine éloignée, peut-être la fille de tante Patricia, quelqu'un avec une conscience coupable. La capture d'écran a été publiée sur Twitter. Texte complet visible, objet, signature, horodatage. Nous ne pouvons pas en toute bonne conscience y assister. 68 000 retweets à la fin de la journée. Les commentaires étaient impitoyables. Imaginez boycotter le mariage de votre fille parce que son mari sauve des vies pour gagner sa vie. Ce courriel va les suivre longtemps. Ils ont qualifié un chirurgien traumatologue de rupture avec les valeurs familiales. L'ironie était évidente. BuzzFeed a écrit un article. Le Huffington Post aussi. Les nouvelles locales l'ont repris. Internet a trouvé le profil LinkedIn de ma mère. Les commentaires ont commencé à affluer. Je n'ai eu rien à faire. La vérité parlait d'elle-même. Du 18 au 25 septembre, Nathan et moi sommes allés dans les Adirondacks, une cabane sans service cellulaire, un poêle à bois, des sentiers de randonnée et le calme. Nous avons parlé. Vraiment parlé. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Ai-je demandé le 3e jour. Nous étions assis sur le porche. Il buvait du café. Je buvais du thé. Les bois étaient silencieux. Parce que tu m'as vu, a-t-il dit. Vraiment vu. Pas les qualifications, pas le titre, pas ce que je pouvais faire ou ce que j'avais accompli. Juste moi. Et je ne voulais pas perdre ça. Tu ne l'aurais pas perdu. Peut-être, mais j'ai passé toute ma vie d'adulte à être le docteur Cross, chef de la traumatologie, le chirurgien qui a créé le protocole Cross, la personne que tout le monde appelle quand les choses vont mal. C'est un travail significatif, un travail important, mais c'est aussi épuisant d'être cette personne tout le temps. Il m'a regardé. Tu m'as rencontré dans une salle d'attente d'hôpital à 2h du matin. Je portais un uniforme de sécurité. Je t'ai apporté un sandwich, et tu m'as parlé comme si j'étais juste une personne. Pas d'attente, pas d'hypothèse. Juste quelqu'un qui travaillait de nuit. Tu ne m'as pas dit la vérité. Je n'ai pas menti. Je n'ai juste pas corrigé tes hypothèses. Et oui, c'était mal. Je le sais. Mais Melinda, pour la première fois de ma vie d'adulte, quelqu'un m'a aimé pour qui j'étais, pas pour ce que je pouvais faire. Je voulais m'accrocher à ça, même si c'était égoïste. Je suis restée silencieuse longtemps. Je suis toujours en colère, ai-je dit finalement. Je sais, mais je comprends. Il a tendu la main vers la mienne. Nous sommes restés là jusqu'au coucher du soleil. Le 24 septembre, nous sommes retournés à Philadelphie. J'ai allumé mon téléphone. 340 appels manqués. Je l'ai éteint à nouveau. Octobre est passé rapidement. La vidéo virale s'est lentement estompée. De nouvelles histoires l'ont remplacée. Internet est passé à autre chose. Mais les conséquences pour ma famille non. Les rôles de ma mère au sein des conseils d'administration caritatifs sont devenus inconfortables, les gens ont remis en question son jugement et ses valeurs. Les collègues de mon père n'ont rien dit directement, mais les commentaires discrets ont continué. Mon frère a gardé ses distances. Ils ont essayé de me contacter.
courriel, appel, lettre. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Nathan est retourné au travail, semaine de 80 heures, chirurgie traumatologique, enseignement aux résidents, gestion du réseau de traumatologie. Je suis retourné au travail aussi. Mes collègues avaient vu la vidéo. Ils ne savaient pas quoi dire, alors ils n'ont rien dit. La vie a continué, mais quelque chose avait changé. Je ne pouvais pas revenir à ce qui était avant. Avant que je ne sache qui était vraiment Nathan, avant que ma famille ne me montre qui ils étaient vraiment. Tout était différent maintenant. Le 8 novembre 2025. 7h12 du soir. Mon téléphone a sonné. Maman. J'ai failli ne pas répondre. Ma main a hésité sur le bouton de refus. J'ai répondu, Melinda. Sa voix tremblait. C'est ton père. Il s'est effondré lors d'un événement de la faculté. Il l'emmène à Penn Presbyterian. C'est son cœur. Melinda, s'il te plaît, viens. J'ai besoin de toi. Elle pleurait. J'ai regardé Nathan. Il ramassait déjà ses clés. Allons-y, nous sommes arrivés à 8h20. Salle d'attente des urgences de Penn Presbyterian. Ma mère était là, toujours dans son manteau de cachemire de l'événement. Son maquillage coulait. Ses mains tremblaient. Elle m'a vu et s'est effondrée. Melinda, je sais que tu me détestes. Je sais que ce que nous avons fait était. Maman, pas maintenant. Où est-il? Nous nous sommes assis et avons attendu. D'autres collègues de la faculté étaient là. Ils m'ont reconnu, puis ont détourné le regard. Ma mère et moi n'avons pas parlé. À 9h15, une infirmière est sortie. Madame Mullins, votre mari est en chirurgie. Le docteur Cross opère. Le visage de ma mère est devenu pâle. Nathan? L'infirmière a hoché la tête. Oui, le docteur Cross. Cross, en tant que chef de la cardio-thoracique, est de garde ce soir. Votre mari est entre les meilleures mains. Ma mère s'est affaissée sur une chaise. Je me suis assise en face d'elle. Nous sommes restés silencieuses pendant 90 minutes. Finalement, elle a murmuré, l'homme que nous. Oh, mon Dieu. Melinda, qu'avons-nous fait? 11h47 du soir. Les portes de la salle d'opération se sont ouvertes. Nathan est sorti, toujours en tenue de chirurgien, fatigué mais composé. Madame Mullins, Melinda, votre mari est stable. Nous avons effectué un pontage coronarien d'urgence. Il va s'en sortir. Ma mère s'est levée, les larmes coulant. Vous l'avez sauvé. Nous avons fait notre travail. Il aura besoin d'une rééducation cardiaque et de changement de mode de vie, mais les perspectives sont bonnes. Nathan, sa voix s'est brisée, après tout ce que nous vous avons fait, après ce que nous avons dit, et vous quand même. Madame Mullins, je suis médecin. J'ai prêté serment. Je ne choisis pas qui mérite des soins, a-t-il dit calmement, mais fermement. Ma mère a recommencé à pleurer. Nathan m'a regardé. J'ai vu l'épuisement dans ses yeux, et quelque chose d'autre, de la tristesse, non pas pour lui-même, mais pour moi. Le 9 novembre, 1h08 du matin. Mon père s'est réveillé aux soins intensifs, chambre 4. L'infirmière lui a raconté ce qui s'était passé, qui l'avait sauvé. Il a demandé à voir Nathan. Nathan est venu brièvement entre les rondes, 6 minutes. J'avais tort, a dit mon père. Sa voix était faible. Des machines bipaient autour de lui. Complètement tort. Je ne sais pas comment. Monsieur Mullins, concentrez-vous sur votre rétablissement. Nous pourrons discuter du reste plus tard. Je vous ai appelé et personne. Oui, vous l'avez fait. Les yeux de mon père se sont remplis de larmes. Je ne mérite pas votre pardon. Non, vous ne le méritez pas. Mais c'est entre vous et votre fille. Mon travail était de vous garder en vie. Je l'ai fait. Nathan est parti. Mon père a fixé le plafond. Il se rétablirait, mais il porterait cela avec lui. Novembre et décembre. Ils ont essayé de renouer, tous, 8 courriels de ma mère, 3 lettres manuscrites. 12 messages vocaux de mon père après sa sortie. Mon frère a envoyé un message le 15 novembre, tu me manques.
La lettre d'excuse de 5 pages de ma mère est arrivée le 20 novembre, il n'y a pas de mots assez forts pour exprimer notre honte. Nous avons jugé un homme par son titre de poste et avons entièrement manqué son caractère. Nous avons abandonné notre fille le jour le plus important de sa vie. Nous devons vivre avec cela, mais si vous le souhaitez, nous aimerions essayer de reconstruire lentement selon vos conditions. J'ai tout lu. Je n'ai répondu à rien pendant 5 semaines. Le 12 décembre, j'ai envoyé un message à ma mère, café lundi, juste toi et moi. Le 18 décembre, 2h30 de l'après-midi. Rittenhouse-Brou. Terrain neutre. Ma mère a commandé du thé. Elle ne l'a pas touché. J'ai commandé un café, j'en ai bu la moitié. 32 minutes. Elle s'est excusée. Elle a pleuré. Elle n'a pas cherché d'excuses. Pour une fois dans sa vie, elle n'a pas essayé de minimiser. J'ai écouté. Puis j'ai fixé mes conditions, pas de relation normale, pas encore, peut-être jamais. Pas de vacances ensemble. Pas de conseils non sollicités sur ma vie. Pas d'attente que nous passions à autre chose. Et vous respecterez toujours Nathan. Ce sont les conditions. Elle a hoché la tête. Je comprends. Elle n'a pas demandé plus. C'était la première chose qu'elle avait faite correctement depuis des mois. Le 25 décembre, Noël. Mes parents nous ont invités à un grand dîner de famille. Tout le monde serait là. J'ai refusé. Nous avons passé Noël avec la famille de Nathan, maison en rangée de South Philly, 14 personnes dans une petite maison. La mère de Nathan a fait trop de lasagne. Son père a regardé le football. Leur chien Chester a volé de la nourriture sur le comptoir. C'était bruyant, chaotique, chaleureux. Cela ressemblait à la maison. Mon téléphone a vibré à 6 heures du soir. Maman, joyeux Noël. Tu nous manques. Je l'ai lu. Je n'ai pas répondu. Pas encore. Le 31 décembre 2025. Nathan et moi sommes restés à la maison, tranquilles. Champagne. Nous avons parlé de l'année, tout ce qui s'était passé, tout ce qui avait changé. Penses-tu que je devrais leur pardonner, ai-je demandé. Je pense que tu devrais faire ce qui t'aide à dormir la nuit. Nous avons regardé les feux d'artifice depuis notre fenêtre. La ligne d'horizon de Philadelphie s'est illuminée. Nouvelle année, nouvelle limite, nouvelle vie. Minuit a sonné. J'ai embrassé Nathan. J'ai choisi ceci chaque jour. J'ai choisi ceci. Les gens m'ont demandé si je pardonnais à ma famille. Je ne l'ai pas fait, mais je n'en avais pas besoin. Le pardon n'est pas nécessaire pour la paix. Les limites le sont. Ma famille a fait son choix, elle a choisi le statut plutôt que le caractère, les apparences plutôt que l'amour, la fierté plutôt que leur propre fille. J'ai fait le mien. Et l'homme qu'ils appelaient est personne, le flic de location dont ils avaient honte? Il était tout. Il m'a vu quand je n'avais rien à prouver. Il m'a aimé quand j'étais juste Melinda, pas Melinda de la bonne famille avec les bonnes qualifications. Il a sauvé la vie de mon père après que mon père ait passé des mois à essayer de nous séparer. C'est qui est Nathan Cross, pas le chef de la chirurgie traumatologique, pas le docteur qui a créé le protocole Cross, pas le chirurgien qui a sauvé des milliers de vies. Juste Nathan. L'homme qui m'a apporté un sandwich à 2 heures du matin. L'homme qui m'a tenu la main quand ma famille est partie. L'homme vers qui j'ai marché le long de cette allée de 90 pieds, devant 34 chaises vides. Choisir l'amour avant tout le reste. J'ai appris quelque chose cette année-là, certaines blessures ne guérissent pas. Certaines le font. Certaines laissent des cicatrices. Et c'est normal. J'ai choisi l'homme qui a vu ma valeur avant que le monde ne la reconnaisse. C'était suffisant. C'est mon histoire. Et je la choisirai encore. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire. Dites-moi, leur auriez-vous pardonné? Les auriez-vous laissés revenir après tout ça? Je veux savoir ce que vous en pensez. Et si cette histoire a eu un sens pour vous, abonnez-vous. Je lis chaque commentaire, chacun d'eux. Merci de m'avoir écouté.